Alors pour illustrer la bataille de la Marne, vous avez la présence de cette carte qui représente les positions allemandes les plus avancées, celles l'avancée extrême allemande au 5 septembre, ici. Donc vous voyez, nous sommes vraiment très très proches de Paris. Et puis à partir du 5 septembre va être mise en place donc la contre-offensive alliée avec les troupes françaises ainsi que quelques troupes britanniques qui vont faire reculer dans un premier temps la ligne de front au 13 septembre. Donc vous voyez, 8 jours plus tard, le front a reculé de plusieurs dizaines de kilomètres. Paris est un peu moins en danger. Et puis le front reculera un tout petit peu encore pour se fixer. Ensuite, je vous dis, jusqu'à la mer du Nord ici, puisque aucune armée arrivera à contourner l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à la mer. Donc vous avez ces images qui illustrent les taxis de la Marne qui étaient là pour transporter les troupes françaises notamment lors de cette contre-offensive de la bataille de la Marne, remportée par le général Joffre, qui deviendra maréchal ensuite, et qui a gagné une immense renommée grâce à cette victoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai une petite correction, j'ai parlé du plan 15, c'était le plan 17, le plan de l'armée française. On l'appelait le plan 17 tout simplement parce que c'était le 17e plan que l'armée française avait produit depuis la défaite de 1870. De temps en temps, l'armée française crée un nouveau plan d'attaque, un nouveau plan d'offensive pour attaquer l'Allemagne et prendre sa revanche. Donc là, ce 17e plan avait été créé en 1913 et donc, il a été mis en œuvre en quelque sorte au moment de la déclaration de la guerre contre l'Allemagne le 3 août. Alors après s'être intéressé à l'échec de la guerre de mouvement dans le Grand A, on va voir comment le blocage en Europe va accélérer la mondialisation du conflit, donc la période 1915-1917, avec notamment la mise en œuvre de ce qu'on va appeler la guerre de position ou guerre de tranchées. Et comme l'Europe va se retrouver coincée avec cette guerre de tranchées, eh bien, des théâtres secondaires vont éclater pour essayer de trouver d'autres solutions à ce conflit. Alors la guerre de tranchées, je vous ai proposé, c'est Madame Malinvaud qui m'avait transmis cette liste de films. Je vous invite simplement à regarder les 5 minutes sur YouTube. Vous tapez euh, la scène de l'assaut dans le film de Stanley Kubrick. J'ai perdu son nom, je vais le retrouver. Les Sentiers de la Gloire, pardon. Vous tapez la scène de l'assaut. Vous voyez, ça dure 5 minutes et vous voyez le bombardement incessant de l'artillerie, car dans les tranchées, dans cette guerre de position qu'on va appeler la guerre de tranchées, c'est l'artillerie, c'est-à-dire les obus, qui vont jouer un rôle majeur, et le progrès donc de l'industrie va créer des canons toujours plus puissants. C'est pour ça que les soldats vont se protéger. On voit ici des sacs de terre qui sont mis pour protéger. Les tranchées parfois sont renforcées. Je vous invite également à voir le film 1917, vous avez, qui a été produit, qui est sorti en salle juste avant le confinement. Vous avez des excellentes représentations des tranchées. Alors vous pouvez voir des tranchées assez sommaires comme l'image de droite ici où on voit vraiment qu'est-ce qu'une tranchée. C'est un fossé qu'on a creusé dans la terre. Parfois, celles-ci sont renforcées par du treillage en bois ou parfois même celles-ci sont bétonnées, notamment les tranchées allemandes qui étaient plus souvent amenées à durer, sont beaucoup plus souvent de qualité que les tranchées françaises parce que dans l'idée des Français, il y avait une idée d'avancer, d'offensive pour essayer de chasser les Allemands du territoire alors que les Allemands, eux, avaient plutôt tendance à s'installer dans le territoire, donc à faire des tranchées plus durables. Vous voyez ici sur la photo en haut à gauche des casques à pointe, donc ce sont des soldats allemands. Et ici en bas à droite, comme sur l'image de gauche, vous avez des soldats qui portent le casque traditionnel de l'armée française. Alors ils ont abandonné les pantalons rouges, les fameux pantalons rouges qui en faisaient de jolis lapins sur le champ de bataille, pour des tenues qu'on va appeler bleu horizon, qui sont beaucoup plus discrètes et qui se confondent davantage avec la boue et qui vont être les tenues des soldats français jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors ici, vous avez quelques images donc de cette artillerie qui a été massivement utilisée. Pour vous donner un ordre d'idée, vous l'aviez vu en troisième, mais le premier jour de la bataille de Verdun,
le 21 février 1916, a été tiré par les Allemands 1 million d'obus. 1 million. Donc vous divisez 1 million d'obus par 24 heures, ça vous donne un chiffre faramineux d'obus qui tombent à la minute. Donc un bruit incessant. C'est pour ça que je vous invite à écouter la première scène de l'assaut du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, parce que vous avez justement ce bruit incessant et continu qui rendait certains soldats complètement fous, avec ce qu'on a appelé en anglais les shell shock ou en français l'obusite, c'est-à-dire des troubles psychologiques qui faisaient que les gens euh, étaient littéralement morts de peur et en avaient des troubles qui faisaient qu'ils n'arrivaient plus à contrôler leur corps et ils sombraient dans la folie. Donc ici on voit des tranchées, on voit ici des arbres dévastés et puis ben, vous avez cette fameuse photo célèbre prise au-dessus du front, non loin de Verdun. Vous voyez ici, là, en bleu, la tranchée française de première ligne, parce qu'il y avait plusieurs lignes de tranchées. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y avait qu'une seule tranchée. En fait, il y avait vous imaginez plein de lignes de tranchées successives allemandes, et puis plein de lignes de tranchées successives françaises. Donc, ce qu'on appelle la tranchée de première ligne, c'est les deux tranchées qui se font face. Entre les deux, il y a ce que les Anglais ont appelé le no man's land, qui veut dire l'endroit où il n'y a aucun homme. Et puis vous voyez les petits traits noirs, ben, en fait ce sont des restes de forêt. Donc en fait, et évidemment, vous voyez les traces d'obus. Et donc cette photo aérienne vous montre un peu l'intensité de ce qu'était la zone de front. Et vous imaginez que là-dedans, il y avait des hommes qui ont vécu parfois passé plus de 3 ans. Donc cette guerre va être une guerre moderne, industrielle, hein. On va utiliser les machine guns, donc des mitrailleuses, hein, les premières mitrailleuses. On utilise également depuis 1915 et la bataille d'Ypres, les Allemands ont utilisé de ce qu'on va appeler de l'hypérite ou gaz moutarde, donc des gaz asphyxiants qui tuent les gens, hein, qui vous asphyxient, hein. J'ai eu un grand-père qui a fait la bataille du chemin des dames et qui a été victime du gaz moutarde et qui en a souffert toute sa vie, hein, des problèmes de quinte de toux, ça vous brûle les poumons en quelque sorte. Donc une des batailles qui illustre la guerre de tranchées, vous quand vous étiez en troisième, vous avez dû étudier celle de Verdun. Nous allons revenir rapidement sur la bataille de la Somme, hein. La bataille de la Somme qui a été une bataille menée surtout par les Britanniques, mais c'était une bataille franco-britannique dans l'objectif de percer le front. Donc ici vous avez des soldats britanniques, hein, on les reconnaît à leur casque. Voilà l'état du champ de bataille, quoi. Vous voyez dans quoi ils se battaient. Tout était détruit, la terre était retournée, les arbres étaient déchiquetés et des hommes vivaient là-dedans. Donc ici, vous avez la ligne de front en 1916 à la veille de la bataille de la Somme. Donc c'est une bataille qui était pour détourner en quelque sorte une partie des troupes allemandes qui étaient en train d'assaillir Verdun, hein. Et en fait, entre le 1er juillet 1916 et le 18 novembre 1916, la ligne de front, vous voyez l'évolution qu'il y a, hein, elle n'est pas gigantesque. Donc le terrain gagné, si vous prenez l'échelle, dans la plus grande partie, ça a été à peu près 10-12 km de terrain qui ont été gagnés au prix de centaines de milliers de morts. Donc l'objectif de ces grandes batailles, que ce soit Verdun, la Somme, le chemin des Dames, c'était d'essayer de percer la ligne de front, de retourner dans la guerre de mouvement, d'essayer d'écraser l'armée de l'autre aussi, hein, c'était un peu l'objectif des Allemands à Verdun. Mais aucune de ces batailles n'arrivera à être décisive, hein. Les hommes sont protégés dans leurs tranchées, toute l'économie est mobilisée pour la guerre, et il faudra attendre donc à peu près mars 1918, et notamment l'entrée en guerre des États-Unis et surtout l'asphyxie de l'économie allemande pour assister enfin à un retour de la guerre de mouvement et surtout la chute des empires centraux. Alors cette guerre de position, guerre de tranchées, c'est une guerre industrielle d'une extrême violence. C'est aussi ça, c'est un nouveau type de guerre où aujourd'hui, où dans cette guerre, la mort, elle se donne à distance. Il ne s'agit plus de voir qu'on a tué son ennemi, son adversaire. Non, on meurt de façon anonyme, c'est-à-dire que l'obusier qui vous envoie un obus qui explose dans la tranchée adverse, il ne voit pas les dégâts de son obus, il en entend juste le bruit, il entend peut-être des cris, des hurlements, mais la mort est à distance. Et de même, vous recevez la mort sans voir votre adversaire. Donc il y a aussi les problèmes psychologiques que ça entraîne, c'est-à-dire vous vivez dans la peur permanente de vous prendre un obus sur la tête, de vous retrouver enfoui sous une tranchée qui a été dévastée par une explosion. Euh, Tous les moyens de production modernes
ont fortement augmenté, ça je vous l'avais dit, à la veille de la guerre, et notamment les moyens de produire des armes toujours plus destructrices, pardon, des canons de plus en plus puissants, les munitions sont produites par millions, et les canons qui tirent des obus provoquent à peu près 80% des blessures et détruisent complètement le paysage, comme vous avez pu le voir sur les photos du No Man's Land. Alors, parmi les blessures, vous avez, je ne vais pas vous les montrer ici, mais vous savez, vous tapez, vous les avez vus en troisième, vous tapez sur Internet gueule cassée, Première Guerre mondiale, et ce sera le musée des horreurs, parce que les blessures à la face, notamment au visage, avec des nez arrachés, des mâchoires arrachées, sont particulièrement traumatisantes pour des soldats qui ne mourront pas, mais qui seront défigurés à vie et qui apparaîtront comme des monstres, y compris pour leurs femmes et leurs enfants. Donc de chaque côté, dans cette guerre de position, eh bien, les belligérants vont organiser un réseau défensif de tranchées, comme on a pu le voir, hein, avec différentes lignes pour se protéger, organiser la défense. On a pu voir l'invention d'autres armes défensives qui vont être extrêmement destructrices, hein, par exemple les mitrailleuses qui tirent des centaines de coups à la minute, créant finalement un mur de balles infranchissable pour les pauvres soldats qui doivent sortir de la tranchée et se lancer à l'assaut. Donc les conditions de combat sont extrêmement meurtrières et les conditions de vie des soldats, vous aviez étudié ça en troisième, sont infernales. L'attente, hein, entre deux assauts, les aléas climatiques, donc la grande chaleur en été, la pluie, le froid, et à l'époque il faisait vraiment froid, il n'y avait pas encore le gros réchauffement climatique, les conditions d'hygiène déplorables, l'alimentation qui pouvait arriver froide, les rats, les poux, les problèmes pour imaginer se laver les dents, se coiffer, se laver, le manque des proches, l'odeur des cadavres, les gaz, le bruit des obus, la peur de mourir en permanence en fait. Donc il y avait vraiment des gros problèmes psychologiques qui s'associaient au risque de mourir. Donc les généraux, eux, qui ne combattaient plus au sein de leurs armées, comme avant, hein, comme du temps des généraux, par exemple des maréchaux d'Empire sous Napoléon Ier, et comme, rappelez-vous, à l'époque de Louis XIV, où le roi, il combattait avec les soldats presque, là, dorénavant, les généraux, eux, ils sont à l'arrière dans le QG, et ils donnent les ordres aux soldats en leur disant faites ceci, faites cela. Et donc, comme ils ne combattent pas au front, ils ne voient pas un peu les dégâts que ça peut causer, et leur volonté, c'est de percer le front, et finalement d'obtenir la victoire. Et en obtenant la victoire, ils cherchent aussi à obtenir la gloire, tant pis à le sang que ça peut coûter de la part de leurs soldats. Donc parmi ces batailles, donc la bataille de la Somme a lieu en 1916, donc du 1er juillet à mi-novembre. C'est une ampleur exceptionnelle en termes de combattants, hein. Elle met face à face 3 millions de soldats et la puissance de feu qui est associée est gigantesque et il y aura pratiquement un soldat sur trois qui va mourir, 1 million de pertes. Donc le contexte est difficile, hein, puisque les Français, eux, souffrent depuis février 1916 à Verdun face à l'offensive allemande, hein. Et du coup, dans cette bataille de la Somme, c'est surtout des troupes britanniques qui vont se lancer dans cette offensive planifiée de longue date. Donc après 7 jours d'un bombardement permanent des lignes de défense allemands, donc ils vont lancer des millions d'obus en pensant écraser les troupes allemandes sur ce tapis d'obus. Donc l'offensive, elle, du coup, démarre le 1er juillet et ils pensent que les Allemands sont complètement écrabouillés par ces obus. Et finalement, l'offensive est un échec meurtrier du fait de la résistance inattendue des Allemands, car leurs tranchées étaient plus profondes, elles étaient bétonnées, parfois ils étaient même réfugiés dans des grottes. Donc en fait, ils vont ressortir après les bombardements et tirer sur les Anglais qui arrivaient un peu trop confiants. Donc la bataille va devenir une guerre d'usure dont le but est d'infliger finalement le plus de pertes possible à l'armée ennemie afin de l'amener à s'effondrer par manque de ravitaillement. Ces tentatives répétées de percer le front vont souvent échouer, mais finalement, on l'a vu, les Alliés vont avancer que d'une dizaine de kilomètres à mi-novembre quand l'offensive est déclarée terminée. Donc cette offensive a toutes les caractéristiques de la bataille moderne dans une guerre industrielle, puisqu'on utilise massivement de l'artillerie, ce qui donne l'avantage à la défense. On utilise un nombre croissant d'avions, commence à expérimenter les chars, et puis, cette bataille a un impact social très important au Royaume-Uni, car c'est la première offensive pour des milliers de volontaires de 1914, après 2 ans d'entraînement. Car le Royaume-Uni n'avait pas de service militaire obligatoire, c'est donc une armée de volontaires. Et à l'époque, beaucoup d'Anglais se sont engagés pour défendre la patrie. Or, pour encourager les recrues, on avait organisé donc des bataillons de copains. En anglais, on dit les Pulse Battalion, c'est-à-dire les hommes d'un même village, d'un même quartier, d'une même équipe de foot, allaient combattre ensemble. Les conséquences, il y a une forte concentration des pertes dans certains endroits, dans certaines communes. On a toutes les familles qui sont mortes. C'est insupportable pour la société civile. Les forces allemandes, elles sortent très affaiblies, mais pas vaincues.
Ça entraîne un changement de tactique. Il faut accepter dorénavant des retraites stratégiques pour mieux défendre et mieux réagir. Merci beaucoup.